notre webinaire de ce matin. Merci à tout le monde, en tout cas, d'être présent ce matin avec nous. On est ravis de vous accueillir pour avoir cette présentation autour du PLM et des enjeux RSE. Donc merci à tous. Avant de commencer, je vais vous demander de couper vos micros et vos caméras et puis d'utiliser l'outil de chat pour poser vos questions. On aura à la fin de notre présentation, on aura une partie questions-réponses. On essaiera de répondre à vos questions. Et si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on prendra contact avec vous. Enfin voilà, il y aura toutes les possibilités de vous donner toutes les infos que vous attendez. Vous avez aussi un petit outil main pour nous alerter si jamais il y a un gros souci en termes de fonctionnement, voilà, si ça se passe mal de votre côté au niveau du webinaire. En termes de timing, on est sur 45 minutes, donc on va vous faire 30 minutes de présentation et puis une session questions-réponses de 15 minutes. Voilà un petit peu le timing de notre présentation. On va se présenter. Donc, on est Laetitia et moi les intervenants de ce webinaire de ce matin. Donc, je vais laisser Laetitia se présenter et puis je terminerai. Et puis après, on verra ensemble le sommaire et un petit peu tous les sujets qui vont être abordés. Laetitia, vas-y, je t'en prie. Merci Laure. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Laetitia Huget. Je suis la cofondatrice de la société de conseil en mode éco-responsable Pando. J'ai 25 ans d'expérience dans l'industrie de la mode, dont 3 ans passés au Bangladesh, dans les usines. 12 ans en tant que directrice de collection hommes et enfants pour un groupe sur un positionnement plutôt grande distribution et fast fashion. Et 8 ans passés au sein de la société Lectra, qui est le leader mondial des machines de découpe de textiles et éditeur de logiciels pour la mode, où j'ai fait du business développement et du marketing produit. Et donc, j'ai cofondé Pando en janvier 2020 avec mon associé Stéphane Pio, qui lui a également 25 ans d'expérience dans la mode, plutôt axé sur les accessoires, la maroquinerie, la bagagerie, sur un positionnement luxe, puisqu'il a travaillé avec des sociétés comme Dior, Ralph Lauren, Delsay et Louis Vuitton. Donc, nous avons lancé Pando en janvier 2020 pour accompagner les professionnels de la filière mode à entrer dans une démarche de responsabilité sociétale. Et j'expliquerai un peu plus en détail après de quoi on parle quand on parle de responsabilité sociétale. Et je suis ravie de co-animer ce webinaire avec Laure, car chez Pando, nous sommes convaincus que la digitalisation peut aider fortement à porter les enjeux RSE pour une entreprise. Merci Laetitia. Donc, moi, je m'appelle Laure Galland, j'ai 30 ans d'expérience dans le secteur de la mode et plus de 20 ans dans l'implémentation de solutions PLM. Je connais bien les différentes solutions PLM du secteur de la mode, puisque voilà, j'ai travaillé chez différents éditeurs, dans différents cabinets de conseil. J'ai intégré Fit Retail il y a 3 ans. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas notre cabinet, Fit Retail est un cabinet de conseil spécialisé dans la digitalisation de la donnée produit. Donc, on intervient notamment dans le PLM, mais pas que, puisqu'on a à la fois des experts métiers et des experts techniques. Et on intervient également dans des domaines comme le PIM ou le design, qu'on soit sur du 2D ou de la 3D. Voilà pour la présentation rapide. Maintenant, on va faire un point ensemble sur le sommaire de notre webinaire. Donc, un premier point sur les enjeux de la RSE dans la mode. Qu'est-ce que la RSE? Pourquoi la RSE est importante dans la mode? Quels sont les enjeux clés, etc. Donc, cette partie sera présentée par Laetitia. Ensuite, moi, j'interviendrai sur justement le PLM et comment le PLM peut aider à porter ces enjeux. Et on parlera notamment de la nomenclature, des matières premières, etc. Après, on aura une conclusion sur les autres outils intéressants pour porter ces enjeux. Et puis, une session questions-réponses pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser toutes les questions que vous avez à poser. Donc, les RSE dans la mode, Laetitia, je te laisse la main. Merci Laure. Donc rapidement sur donc déjà un premier point, de quoi parle-t-on quand on parle de RSE, donc de responsabilité sociétale des entreprises? Alors en fait, il y a trois mots un peu qu'on entend très communément. On parle beaucoup d'éco-responsabilité.
Alors l'éco-responsabilité en tant que telle, c'est un mot un peu valise, hein. On comprend quand on parle d'éco-responsabilité qu'on va parler d'écologie, qu'on va parler évidemment de responsabilité, de durabilité, mais il n'y a pas un cadre normatif, normé derrière le mot éco-responsabilité. En revanche, développement durable et responsabilité sociétale des entreprises, ce sont deux concepts qui sont beaucoup plus cadrés. Donc, en passant sur le slide suivant, on voit que le développement durable, c'est un concept qui n'est pas nouveau, hein, qui a une trentaine d'années, qui est né d'ailleurs en 1987. Aujourd'hui, le développement durable est porté par 17 objectifs de développement durable qui ont été adoptés en 2015 par les Nations Unies, et non pas les États-Unis, comme c'est écrit sur le slide, c'est une erreur. Donc par les Nations Unies. Donc ces 17 objectifs de développement durable, ils ont chacun des cibles et donc les États se sont engagés sur l'atteinte de ces cibles qui, pour la plupart, sont cadrées à 2030. Donc, les 17 objectifs du développement durable, ils concernent donc tous les États et en fait, ils concernent tout le monde puisque chacun d'entre nous, en tant que citoyen, en tant que salarié, mais aussi en tant qu'entreprise, on a un rôle à jouer pour l'atteinte des objectifs de développement durable. En passant au slide d'après, on voit que la responsabilité sociétale des entreprises, c'est l'application du développement durable au sein de l'entreprise. Et la RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, elle est normée. Il y a une norme qui donc l'explique et puis donne une méthodologie très claire sur comment mettre en place une RSE dans une entreprise. Cette norme, c'est l'ISO 26000. Donc, on s'est formé, nous, Pando, à cette norme auprès de l'AFNOR, pour justement avoir cette méthodologie pour cadrer une démarche de responsabilité sociétale en entreprise. L'ISO 26000, elle est très générique, hein, elle concerne tout type d'entreprise, de toute taille et de toute industrie confondue. Donc elle invite à avoir une démarche très holistique, c'est-à-dire que la RSE, c'est pas uniquement prendre soin de la planète, c'est aussi prendre soin des employés et de ses collaborateurs, c'est prendre soin de ses parties prenantes. Voilà, donc c'est vraiment une démarche holistique et toutes les questions centrales que vous voyez à l'écran, elles sont interdépendantes. Quand on passe au slide d'après, donc, quand on met en place une démarche de RSE dans une entreprise, nous, en tant que cabinet de conseil, on s'appuie évidemment sur l'ISO 26000, mais en tant qu'entreprise, quand on engage une démarche de RSE, on ne va pas forcément au quotidien aller feuilleter la norme parce qu'elle est évidemment très dense. Et donc, on invite, nous, nos clients à avoir un guide beaucoup plus simple que l'ISO 26000, qui est le guide que vous voyez à l'écran. Donc, ce sont 4 piliers sur lesquels il convient de s'interroger et de s'appuyer quand on est une entreprise et qu'on veut s'engager dans une démarche de RSE. Donc, le premier pilier qui est le pilier social, c'est clairement moi quand je suis moi en tant qu'entreprise, comment je me comporte vis-à-vis de mes collaborateurs. Donc c'est vraiment moi et mon interne, enfin moi en tant qu'entreprise et mon interne. Dans le pilier sociétal, c'est mon entreprise vers la société. Donc la société, c'est donc tout ce qui est externe à l'entreprise. Donc ce sont les consommateurs. Ce sont donc toutes les parties prenantes, donc ça va comporter les fournisseurs, très important, les prestataires, ça va comporter également la société en général. Et dans notre filière mode, on sait que le pilier sociétal est extrêmement important parce que la mode a souvent porté des enjeux de société très importants, comme par exemple l'émancipation de la femme, la communauté LGBT, par exemple, entre autres. Donc, le pilier sociétal pour notre filière est particulièrement important. Le pilier économique, c'est évidemment mon entreprise et sa rentabilité financière. Si l'entreprise n'est pas rentable financièrement, elle ne peut pas être durable. Donc, dans une démarche de RSE, le pilier économique, hein, le business, est très important et il est pris en considération. Et enfin, le dernier pilier qui est le pilier écologique, c'est mon entreprise vers la planète. Quel est l'impact de mes activités d'un point de vue écologique. Donc, ce guide, ces 4 piliers sont effectivement une grille de lecture qui permet à chaque instant de se poser les bonnes questions quand on doit prendre une décision, quand on fait un choix. On peut avoir cette vision à 360 degrés de l'impact de la décision que nous allons prendre.
Sur le slide suivant, en fait, on voit pourquoi c'est important pour une entreprise aujourd'hui de s'engager dans une démarche de responsabilité sociétale. Ce n'est pas encore obligatoire pour l'intégralité des entreprises, c'est obligatoire uniquement pour des entreprises de taille importante qui sont cotées, voilà, qui ont un certain chiffre d'affaires. Pour autant, ce n'est pas parce que ce n'est pas obligatoire que c'est pas pertinent pour une entreprise de le faire dès maintenant pour différentes raisons et notamment ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire qu'on a effectivement une législation qui se renforce fortement, on a un marché qui évolue et aussi des nouveaux consommateurs. Donc sur le slide suivant, on voit que d'un point de vue législatif, ça s'accélère fortement ces dernières années. On a eu le devoir de vigilance sur l'année 2017 qui invite les entreprises à être extrêmement vigilantes sur l'application des droits de l'homme dans sa filière, dans sa chaîne d'approvisionnement. On a vu la loi Pacte qui est arrivée l'année dernière et qui porte une obligation sur la prise en considération des entreprises de l'impact social et environnemental de son activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande aux entreprises de démontrer effectivement leur performance financière, ça c'est de tout temps. Mais en plus de ça, aujourd'hui, les entreprises doivent démontrer qu'elles prennent en considération l'impact social et environnemental de leur activité. Donc, c'est quelque chose de très nouveau. La loi anti-gaspillage ou la loi AGEC qui, entre autres, porte des obligations sur les invendus et notamment l'obligation de ne pas jeter, de ne pas brûler ces invendus. C'est aussi la loi qui va porter les notions d'affichage environnemental pour notre secteur. Les lois sur le bien-être animal, sur la biodiversité. Bon, depuis voilà à peu près 4-5 ans, clairement, on voit les lois qui s'intensifient et ça va continuer, notamment donc sur le marché français, mais aussi au niveau européen. Donc la législation, elle se renforce. Sur le slide suivant, on voit également que notre marché évolue fortement. Déjà aujourd'hui, alors ça a été accéléré avec la coronavirus. On voit bien que le marché aujourd'hui, il est beaucoup plus en quête de sens. On a vraiment cette recherche d'utilité de la marque et de l'entreprise en général, qu'on soit employé ou qu'on soit consommateur. Donc, on voit que le marché, il évolue dans cette quête de sens. Donc, quelle est l'utilité de ma marque quand je suis une entreprise? On voit qu'il y a des grands groupes qui s'engagent de plus en plus. Alors, évidemment, quand on dit grands groupes, on pense tout de suite à Kering et à LVMH, qui sont effectivement deux groupes qui montrent le chemin, et notamment avec le Fashion Pact que Kering a pris en main il y a quelques temps, lors du G7. Voilà, on voit donc les grands groupes, les institutionnels, les écoles. On voit également de nouvelles marques qui émergent sur le marché et qui portent aujourd'hui des enjeux sur l'impact, qui s'engagent sur l'environnement et sur aussi l'impact social de notre industrie. Et enfin, sur le slide suivant, on voit effectivement que le consommateur, il évolue fortement. Alors ça a commencé en 2013 avec le Rana Plaza, si vous vous souvenez, cet effondrement d'une usine au Bangladesh qui a été absolument effroyable et qui a causé plus de 1000 morts. On a commencé à avoir une prise de conscience avec cet événement, notamment avec la création de la Fashion Revolution. Où on a vu des consommateurs qui manifestaient dans les rues avec une pancarte Who made my clothes. Donc ça a commencé vraiment dans ces années-là, mais ça s'amplifie avec les nouvelles générations. Et on voit aujourd'hui, là encore, ça s'est accéléré l'an dernier avec la crise sanitaire que nous traversons. Dans les actes d'achat, on voit qu'il y a eu un engouement vers les produits bio dans l'alimentaire, mais pas que. Et également, on voit une explosion de produits de seconde main, la vente de la seconde main, l'économie de la fonctionnalité, donc c'est aller louer plutôt que d'acheter. Donc, on voit des évolutions vraiment dans les actes d'achat qui ne sont pas que dans le textile, évidemment, mais qui vont nécessairement, à un moment donné, bien se diffuser sur toutes les industries. Donc,
fort de ces évolutions, quand on prend conscience de tout ça, on voit qu'il y a des attentes du marché, il y a des attentes des pouvoirs publics, il y a des attentes des consommateurs. Alors une fois qu'on dit ça, c'est bien, mais concrètement, quand on est une marque de mode, comment on s'y prend et puis surtout qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et sur quoi doit-on travailler? Et notamment, on va avoir un premier axe qui est l'axe produit, c'est comment je vais pouvoir maîtriser et réduire l'impact de mes produits. Donc l'impact social et l'impact environnemental du produit que je fabrique et du produit que je vends. Et donc pour avoir pour être en capacité de maîtriser et donc de réduire l'impact de mes produits, bah déjà, il faut que je comprenne bien, que je connaisse bien mon produit, de quoi il est constitué, quelle est sa nomenclature, pour pouvoir ensuite entrer dans une démarche d'éco-conception et pouvoir bien analyser son impact. Il y a un deuxième axe de travail qui est très important pour notre filière, c'est la chaîne d'approvisionnement. Parce qu'on sait que nous avons dans notre industrie une chaîne d'approvisionnement qui est très complexe, avec différents niveaux. On a les rangs 1 qui vont fabriquer les produits finis, mais après on a évidemment les rangs 2, les rangs 3, les rangs 4 pour aller jusqu'à la fibre ou jusqu'à l'élevage de la vache pour le cuir. Donc on a quand même plusieurs rangs dans notre filière d'approvisionnement et c'est un enjeu majeur pour notre industrie parce que quand on est engagé dans une démarche de responsabilité sociétale, on va vouloir sécuriser sa chaîne d'approvisionnement et donc pour la sécuriser, évidemment, il faut avoir là aussi une bonne notion, une bonne connaissance de ses fournisseurs et aller chercher des labels et des certifications pour pouvoir garantir une bonne traçabilité de sa chaîne. Donc on a ces 2 axes-là qui sont vraiment prioritaires pour nous, c'est l'axe produit et l'axe approvisionnement, dans notre démarche de RSE. Merci beaucoup Laetitia pour ces explications concernant la RSE, les attentes et les enjeux dans notre métier. Maintenant, je vous propose de voir un petit peu comment le PLM peut aider à porter ces enjeux. Alors déjà, on va commencer en introduction par redonner quelques petites infos sur le PLM. Cet acronyme, Product Lifecycle Management, ça veut dire la gestion du cycle de vie du produit. Et donc, un PLM, c'est quoi? C'est une plateforme collaborative qui permet de gérer l'ensemble des données relatives en fait à la conception et au développement des collections. Donc, on va retrouver des données produits, évidemment, des données matières, des données relatives au sourcing, à l'approvisionnement, etc. Donc, c'est une plateforme qui permet de faire travailler l'ensemble des acteurs, qu'on soit styliste, modéliste, acheteur, un fournisseur, même un fabricant, travailler autour d'un même outil pour aider, en fait, à concevoir les produits et à les développer. Oui. Donc, pardon, excuse-moi, je termine juste. Donc, c'est l'outil qui va aider à prendre les bonnes décisions parce qu'en fait, on est sur la phase amont de la conception produit. Donc, c'est vraiment l'outil qui va nous permettre de gérer toutes les informations relatives à la conception et à prendre les bonnes décisions par rapport à la conception des produits, justement. Alors, je suis effectivement, et ce qui est déjà extrêmement intéressant sur ce point-là, c'est donc l'aspect collaboratif, comme tu le disais très justement, du PLM, qui est à mettre en parallèle de l'aspect très transverse d'une démarche RSE en entreprise. Quand on se lance dans une démarche RSE, ça ne va pas concerner qu'une équipe dans l'entreprise, mais c'est bien une démarche holistique, donc ça concerne l'intégralité des différents services de l'entreprise. Et également, quand on va se lancer dans une démarche RSE, on va en général faire de l'éco-conception sur ces produits. Donc l'éco-conception, ça va consister à intégrer l'environnement dès la conception d'un produit et lors de toutes les étapes de son cycle de vie. Et c'est ce que vous voyez sur la partie droite de l'écran. Donc, quand on parle du cycle de vie du produit, on ne parle pas uniquement du cycle de développement que nous avons, nous, dans notre filière pour pouvoir développer un produit, mais c'est bien toute l'histoire du produit jusqu'à sa fin de vie. Et donc, on l'amène jusqu'à l'usage du produit et son recyclage. Et donc, quand on est dans une démarche d'éco-conception, on va avoir cette vision globale du cycle de vie avec une approche donc multi-étapes et nécessairement, on va aller chercher tous les acteurs et les différentes personnes qui vont être amenées à travailler sur le produit dans tout son cycle de vie. Donc, le PLM avec son côté collaboratif est déjà de facto très intéressant par cet aspect collaboratif. Ceci étant dit, je vais juste apporter une précision.
Donc, le PLM, il va se concentrer sur la collection et sur le produit. Le PLM n'a pas vocation à piloter une démarche de RSE en entreprise. Une démarche RSE, comme je le disais, c'est holistique. Donc, ça va concerner le produit, évidemment, mais aussi ça va concerner les ressources humaines, la communication. Voilà, c'est une vue beaucoup plus d'ensemble de l'entreprise. Donc, le PLM en tant que tel, il ne va pas piloter une démarche de RSE. Ça va être une aide sur la partie produit pour sa mise en œuvre. Oui, ça va être un outil qui va aider à éco-concevoir ou à tendre à mieux concevoir les produits. Et déjà, je pense que c'est déjà hyper intéressant dans nos métiers. Alors, on va revoir un petit peu maintenant les différentes fonctionnalités majeures en fait du PLM qui vont nous aider à apporter tous ces enjeux et toutes ces informations. La première fonctionnalité, le premier module qu'on va retrouver dans tous les PLM, évidemment, c'est la gestion de la nomenclature produit. Pourquoi c'est fondamental? Parce que ça va être cette nomenclature produit qui va permettre de porter toutes les informations relatives aux composants, donc aux matières et aux fournitures qui vont entrer dans la fabrication du produit. Donc, on va lister ces matières, ces composants, les emplois unitaires. On va récupérer les informations de sourcing relatives à ces matières. Donc, quand on va concevoir le produit, on va évidemment dans la nomenclature et la synthèse de toutes ces informations, mais on va pouvoir aller chercher dans la base matière les matières avec toutes les informations inhérentes à ces matières et donc toutes les informations relatives au sourcing, etc., qui sont importantes. La nomenclature, donc, elle va lister toutes ces infos-là. Elle va permettre également de calculer ou en tout cas de gérer la composition du produit. Basée sur cette nomenclature, on va pouvoir retrouver les matières qui constituent ce produit. Donc, est-ce qu'il y a des matières artificielles, matières synthétiques, etc., des matières recyclées? Donc, la composition du produit va être portée par la nomenclature et cette composition, elle est fondamentale parce qu'elle fait partie des informations dont les consommateurs, enfin que les consommateurs attendent en tout cas. La nomenclature, elle va porter également, enfin, elle va permettre également de porter les informations relatives à l'entretien du produit. L'entretien, c'est quoi? C'est les symboles coffrettes basiques qui sont liés donc à comment je dois entretenir mes produits, mais de façon plus intéressante dans le cadre de notre démarche RSE et de notre réflexion autour de ça ce matin, c'est également, et pas plutôt, mais c'est également les conseils d'entretien. Pourquoi? Parce que la façon dont on va laver le vêtement est importante. Parce que l'usage qu'on va faire et l'entretien qu'on va faire du vêtement va permettre plus ou moins de protéger l'environnement et en tout cas d'augmenter la durabilité du produit. Donc l'entretien et les conseils associés qui sont extrêmement importants pour porter ces enjeux-là de protection d'environnement et de durabilité du produit. Et puis évidemment, à partir de la nomenclature produit, je vais avoir mon made in et toutes les informations de sourcing qui sont aussi attendues et extrêmement importantes sur les lieux de production. Il y a un dernier point, c'est l'étiquetage. L'étiquetage, évidemment, fondamental aussi, puisqu'on va pouvoir gérer tout ce qui est notamment écolabel. Et ça aussi, ça fait partie des attentes des consommateurs d'avoir de la transparence et de la visibilité par rapport à ces écolabels. Alors effectivement, la nomenclature, elle va être clé dans une démarche RSE et notamment dans une démarche d'éco-conception. Alors, à noter là aussi que quand on fait de l'éco-conception, on va faire une analyse donc du cycle de vie du produit. On va donc aller chercher à calculer l'impact du produit. Donc, le PLM, lui, n'a pas vocation à faire un calcul d'impact. En revanche, sur la base du calcul d'impact qu'on aura fait dans notre analyse, on va vouloir faire des modifications, faire des changements, et c'est en ça que le PLM peut être extrêmement intéressant, parce que quand on a une nomenclature bien renseignée, on va pouvoir opérer des changements très facilement, en se disant, par exemple, s'il y a un composant particulier qu'on veut changer parce que l'impact est trop important et que ça ne nous plaît pas, on va pouvoir aller chercher l'intégralité des produits qui vont utiliser ce composant pour pouvoir le remplacer par un composant qui nous sera plus adéquat, refaire des calculs de prix derrière, aller beaucoup plus vite. Donc dans la mise en œuvre d'une démarche d'éco-conception, la nomenclature produit, elle va être une aide précieuse.
Évidemment, le PLM porte également toutes les informations relatives aux matières premières et tous les process associés. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir gérer toutes les informations relatives à ces matières, sur les types de fibres, est-ce que ce sont des matières naturelles, chimiques, etc. On va pouvoir identifier la chaîne de fabrication et avoir une visibilité sur le lieu de production, mais aussi peut-être la filature, le tissage, le tricotage, le noblissement. Et le PLM va permettre de gérer toutes ces informations par rapport à cette identification-là. Évidemment, porter aussi les labels qui sont liés aux matières premières, donc qu'on soit sur du GOTS, par exemple, de l'Ecotex ou de l'EcoCert. La composition de la matière, évidemment, super intéressante, de savoir si ma matière est bio, pas bio, si elle est recyclée, upcyclée, etc. Et les zones de sourcing, zones de production, avec la notion de fournisseur, mais également d'usine. C'est-à-dire que quand je vais aller référencer une matière et potentiellement la mettre dans ma nomenclature, je vais pouvoir avoir toutes ces infos-là et donc faire des choix de matière en ayant toutes les informations pertinentes par rapport à cette matière. Et voilà, ce qui est important, c'est donner en fait à la personne qui va concevoir le produit l'intégralité des informations dont elle a besoin pour faire les bons choix et valider la conception de ce produit avec l'ensemble des informations dont elle a besoin. Pour le coton, par exemple, si on prend l'exemple du coton, cette notion de zone de production, etc., est extrêmement importante parce qu'on sait qu'il y a des zones de production qui sont en stress hydrique, c'est-à-dire des manques d'eau, et comme le coton nécessite énormément d'eau pour sa production, c'est important de pouvoir, par exemple, gérer ces informations-là. Alors, j'aimerais rebondir sur la notion de label que tu évoques sur ce slide, parce qu'effectivement, dans une démarche RSE, on va beaucoup s'appuyer sur des labels, des normes et des certifications, parce que c'est ce qui va nous permettre de garantir à un moment donné une bonne traçabilité, mais aussi à maîtriser l'impact qu'on va avoir sur notre chaîne d'approvisionnement. Donc, cette notion de label, elle est très intéressante ici parce que on a des labels qui vont se gérer à différents niveaux. On va avoir des labels qui vont être, par exemple, plutôt sur la fibre. Donc, tu parlais du coton, donc on va aller chercher, par exemple, des fibres de coton qui sont bio. Donc là, on va avoir des labels qui vont être spécifiquement pour la fibre. On va avoir des labels qui vont être plutôt sur la matière, voire les teintures pour avoir pour assurer l'innocuité du produit. Donc là, je pense notamment à des labels Ecotex par exemple. On va avoir des labels qui vont être plutôt sur le produit fini, et puis on va avoir des labels qui vont être au niveau de l'entreprise, donc du fabricant, pour être sûr qu'il a par exemple un label SA 8000 pour être sûr que socialement parlant, il est conforme. Donc cette notion de label, elle est très importante en RSE, et ce qui est intéressant dans le PLM, c'est qu'on va pouvoir gérer les labels au bon niveau, sur la fibre, sur la matière, sur le fabricant. Donc ça va nous permettre d'avoir une vue assez globale des différents labels au bon niveau, et ça c'est extrêmement important, parce que sinon, pour le faire au quotidien avec des tableaux Excel, quand on est chez des clients qui n'ont pas de PLM, c'est compliqué et ça prend du temps. Donc, c'est vraiment très intéressant de pouvoir d'avoir la bonne information au bon niveau. Et quand on va faire des choix aussi de labels qui peuvent avoir un impact de coût sur le produit, par exemple, ou sur la matière, le PLM va permettre de calculer très rapidement justement ces différences de coûts entre un produit A et un produit revu en éco-conception. Donc ça aussi, c'est une bonne aide. Autre point important dont on avait envie de parler ce matin, c'est la notion de packaging et de fourniture, mais le packaging principalement. Pourquoi? Parce que la tendance aujourd'hui chez beaucoup de marques, c'est cette réflexion autour des emballages et notamment tendre à l'élimination du plastique. Et en tout cas, c'est un vrai sujet dont beaucoup de marques parlent aujourd'hui. Alors pourquoi le PLM est important sur la gestion du packaging? Déjà parce que ça va être un élément à part entière de la nomenclature produit. Et puis, c'est un composant aussi à part entière du PLM. Donc, on va gérer toutes les informations relatives à cet emballage, sur le type d'emballage, par exemple, emballage de vente, de transport, etc. Mais aussi sur la composition des emballages, donc toutes les informations importantes liées à la composition. Et puis, ce packaging, cet emballage faisant partie de la nomenclature,
on va pouvoir s'appuyer sur les fonctions natives du PLM, notamment le cas d'emploi. Donc, à partir d'un emballage, on va retrouver tous les produits qui utilisent cet emballage. Et donc, quand on va être sur une réflexion de remplacement d'un emballage par un autre qui a moins d'impact sur le plan environnemental, on va pouvoir également s'appuyer sur les fonctions natives du PLM qui sont donc le cas d'emploi, donc retrouver les produits qui utilisent cet emballage-là, et surtout le remplacement en masse qui va permettre de remplacer ce nouvel emballage dans toutes les nomenclatures produits qui utilisaient l'ancien. Donc ça, c'est aussi la force du PLM, c'est toutes ces fonctions de wear used, de remplacement en masse, et qui vont faciliter le travail quand on va être sur une réflexion, notamment par rapport à ces emballages. Oui, alors pour rebondir là-dessus, effectivement, Laure, l'emballage est loin d'être neutre, hein. Quand on se lance dans une démarche d'éco-conception, on va aller chercher tous les impacts d'un produit et évidemment, l'emballage en fait partie. Et l'emballage est loin d'être neutre, déjà par sa composition, parce qu'il y a quand même beaucoup de plastique dans nos emballages, dans le textile, que par son impact carbone. Pourquoi? Parce que souvent, en fait, on fait voyager les étiquettes, les polybags à travers le monde, parce que dans une démarche de rationalisation, on va vouloir produire l'intégralité de nos étiquettes dans un endroit et puis les polybags dans un autre. Et du coup, on fait voyager toutes ces étiquettes et ces polybags pour rejoindre la zone de fabrication. Et donc, évidemment, l'impact des emballages est très loin d'être neutre dans un produit fini. Alors, un autre sujet extrêmement important, c'est la gestion du parc fournisseur et comment s'assurer des meilleures conditions de fabrication, évidemment, des produits. Alors, le PLM permet évidemment de gérer toutes les informations relatives aux fournisseurs, mais également aux usines, parce que potentiellement, un fournisseur peut avoir différentes usines dans différents pays, donc avec des législations locales différentes. Et donc, on va pouvoir porter toutes ces informations-là dans le PLM. Gérer également les audits fournisseurs, parce que bon, aujourd'hui, il y a des audits qui sont réalisés chez les fournisseurs. Ces audits, ils ont des dates d'effectivité, il y a des détails de compte rendu, etc. Le PLM peut porter ça, peut porter et aider à un calcul de notes aussi, de qualification et de notes du fournisseur sur la partie audit. Mais le plus important derrière un audit, c'est la gestion des actions correctives. Donc, le PLM porte aussi ces informations-là, le suivi, le contrôle des actions correctives à réaliser suite à l'audit. Et puis, la notion de certificat, et là, c'est pareil. En fait, aujourd'hui, les certificats, il y a une date d'effectivité qui sont associées à ces certificats. Aujourd'hui, c'est géré dans des fichiers Excel, un peu comme les audits aussi d'ailleurs. Et le PLM permet de gérer, donc cette date d'effectivité permet de gérer des alertes aussi pour être sûr de redemander les certificats aux fournisseurs ou de relancer un audit si jamais le précédent est obsolète et qu'il faut en refaire un. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir du fournisseur, dans le PLM, on va être capable aussi de lister l'ensemble des produits que le fournisseur m'a déjà fabriqué. Donc ça, c'est aussi une fonction native du PLM qui est intéressante. En tout cas, les audits, les actions correctives, les certificats et toutes les informations relatives aux fournisseurs et aux usines, c'est fondamental. Ça va permettre de faire les bons choix de sourcing, d'aider la personne qui va travailler sur le sourcing à avoir l'ensemble des informations pertinentes pour faire fabriquer le produit au bon endroit avec en tout cas l'ensemble des informations dont il a besoin. Alors effectivement, là, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est important, en tout cas nous dans notre démarche RSE, et quand on va vouloir assurer une bonne traçabilité de notre filière, c'est d'aller chercher des fournisseurs de rang 1, de rang 2, de rang 3 et voire plus. Donc on va pouvoir gérer tous ces différents niveaux de fournisseurs dans le PLM. Effectivement, on va s'appuyer énormément, comme tu le disais, sur les labels. Les différents labels qui sont indispensables pour assurer une démarche RSE. La validité effectivement des labels, et puis il y a cette fiche d'identité du fournisseur qui est aussi très intéressante à regarder, parce qu'il y a des informations autres qui vont être pertinentes en termes de RSE. Je pense par exemple
comment l'entreprise gère son électricité. Est-ce qu'elle est sur de l'électricité renouvelable ou est-ce qu'elle est plutôt encore sur de l'électricité qui est faite à partir de charbon? On sait que, par exemple, en Chine, il y a encore énormément d'électricité produite à partir de charbon, ce qui a un impact carbone très désastreux. Donc, c'est le genre d'information qu'on pourra aussi avoir dans notre fiche d'identité fournisseur pour pouvoir prendre de bonnes décisions à un moment donné. Enfin, on va parler du reporting maintenant, parce que le reporting dans le PLM permet d'avoir une vision consolidée de la collection. Donc, à partir du moment où la donnée, l'information est présente dans le PLM, donc on soit sur des matières, sur des produits, des fournisseurs, etc. Quand l'information est présente, après, le reporting permet en fait de sortir tout un tas de synthèses, de documents liés, par exemple, à l'identification des produits labellisés, au taux de fournisseurs audités, par exemple, au pourcentage quel est le pourcentage de la collection en coton bio, quel est le pourcentage de produits labellisés dans la collection, enfin, tous ces indicateurs, toutes ces synthèses sont faites à partir des données présentes dans le PLM et le PLM et le reporting inclus dans le PLM est extrêmement important pour ça, pour consolider toutes ces données-là et avoir une vision de synthèse de la collection. Voilà, et je pense que c'était important de parler également du reporting ce matin pour aider en fait à prendre des bonnes décisions et avoir une visibilité sur sa collection, ses fournisseurs, ses produits. Oui, c'est sans doute d'ailleurs, je pense presque le point le plus important. Alors évidemment, qui ne peut pas exister si on n'a pas la nomenclature, les ID fournisseurs, etc. Mais effectivement, nous dans notre démarche RSE, on va chercher des métriques. On a besoin de montrer une évolution dans une démarche RSE. Donc on va s'appuyer sur un état des lieux, un existant, à un instant T. Par exemple, mon nombre de fournisseurs labellisés SA 8000. Et puis, on va aller chercher on va aller se mettre des objectifs en disant, par exemple, à fin 2021, je vais faire en sorte que 50% de mon parc soit labellisé. À fin 2022, 80% et ainsi de suite. On va se mettre des objectifs et évidemment, l'idée, ça va être d'aller chercher l'évolution et de contrôler si on atteint bien nos objectifs. Et là, le PLM va être extrêmement précieux parce que, encore une fois, pour le faire au quotidien avec des clients dans des tableaux Excel, c'est un enfer, d'autant qu'on n'est pas du tout sûr. Enfin, faut mettre à jour à la main les dates de validité des labels. Le PLM le gère, donc on va le voir dans les reportings. Donc c'est vraiment cette notion de reporting, elle est fondamentale dans une démarche RSE et le PLM est extrêmement précieux dans ce cas-là. Alors, si on fait une petite synthèse de ce qu'on a pu voir précédemment, le PLM, c'est un des bons outils, en tout cas, qui va aider à mieux éco-concevoir, donc basé sur la nomenclature produit pour maîtriser les matières, les fournitures, les emplois. Toutes les informations relatives aux matières premières, donc on va pouvoir sélectionner les matières selon les critères pertinents. Toute la gestion de l'emballage, intégrer l'emballage à la nomenclature et utiliser toutes les fonctions de cas d'emploi et de remplacement. Le choix des fabricants, évidemment, donc pour faire les bons choix de sourcing avec l'ensemble des informations relatives aux labels, aux audits, etc. Et puis s'appuyer sur les outils de reporting pour faire des synthèses à partir de toutes ces informations qui ont été renseignées dans le PLM. Alors, le PLM est un des outils, hein. Je pense qu'on a vu tout ce que le PLM pouvait apporter dans le cadre du démarche RSE, mais il existe également d'autres outils. Donc, en fait, on peut parler notamment des outils de design et de 3D. Pourquoi? Parce que notamment sur le prototypage 3D, quand on a des outils de prototypage 3D, on va diminuer le nombre d'itérations, le nombre de protos physiques et donc tout l'impact environnemental qui sont liés à la fabrication de ces prototypes. Il y a également la notion d'outils PIM, Product Information Management, donc toutes les informations produits. Donc cet outil qui permet de pousser toutes les données produits sur les sites e-commerce, mais aussi dans les magasins, etc. Et toutes les informations liées aux attentes
consommateur et à l'affichage environnemental. Et puis, Oui. il y a... Alors, juste sur ce point-là, effectivement, sur le PIM, c'est l'information consommateur, elle est très importante dans une démarche RSE, parce que, comme vous l'avez vu au début, hein, dans le cycle de vie dont on a parlé, on inclut bien effectivement l'usage du produit, et il est de notre rôle en tant que professionnel de l'industrie de la mode de sensibiliser et de faire monter en compétence le consommateur sur le bon usage du produit, le bon entretien et prendre soin du produit et du vêtement. Et ça fait partie d'ailleurs d'un des ODD, hein, l'ODD numéro 12 qui est consommer durable. Donc, c'est notre rôle d'aider le consommateur à consommer durable. Et donc, ça passe évidemment par de l'information qu'un logiciel comme le PIM peut très bien gérer. Avec après les liens vers les sites e-commerce, vers les différents canaux de distribution qu'on va pouvoir avoir. Ce logiciel-là va vraiment porter l'information produit à destination du consommateur. Et dans une démarche aussi d'affichage environnemental qui viendra avec la loi AGEC dans les années qui viennent, évidemment, c'est un logiciel qui sera très, très important pour aider les entreprises à bien gérer cet affichage également. Alors, il y a aussi d'autres outils spécifiques. On peut s'appuyer sur des outils de data pour faire des calculs d'indicateurs pertinents, mais il y a également en fait des outils qui sont dédiés au calcul d'impact et qui sont spécialisés dans ce domaine-là, calcul d'impact et traçabilité, donc des outils spécifiques sur ce domaine Oui. bien précis. Oui, alors effectivement, les outils de calcul d'impact, c'est bien sûr ce qu'on va utiliser quand on va faire une analyse de cycle de vie, où on va aller chercher à calculer l'impact d'un produit pour évidemment faire mieux. Donc, ces outils de calcul d'impact, il y en a différents qui existent. Et à un moment donné, c'est intéressant, je pense, de faire des ponts avec un PLM, puisque le PLM va gérer, lui, le produit, il va aider à la mise en œuvre de décisions qu'on va prendre suite à des calculs d'impact. Donc, il y a des ponts qui peuvent être intéressants. Sur la partie traçabilité, effectivement, il y a des logiciels aujourd'hui, des plateformes qui existent, qui vont vraiment aller traiter, gérer la donnée RSE en tant que telle et aider à vérifier l'authenticité de toute la chaîne et notamment des certificats. Je pense à des outils comme Vigie notamment qui vont aller vérifier l'authenticité des différents certificats remis par les fournisseurs en faisant intervenir justement les organismes émetteurs de ces certificats. Donc le PLM ne fait pas ça, mais on peut avoir d'autres outils qui vont aller gérer cette traçabilité encore de façon encore beaucoup plus fine. Alors, on va passer aux questions-réponses. On a pas mal de petites questions, donc je suis en train de les regarder. Alors, on a une question d'Olivier. Bonjour, quel lien, synergie voyez-vous entre des outils d'analyse de cycle de vie et le PLM dans cette logique d'éco-conception? Oui. Une question pour toi. Oui, alors bon, on en a un peu parlé effectivement dans les outils d'ACV et où on va calculer des impacts. La synergie que je vois avec le PLM, c'est notamment quand on va vouloir faire des modifications au niveau des matières, par exemple. On va vouloir passer d'un coton traditionnel à un coton bio. Le PLM, puisqu'on a toute la nomenclature produit, on va pouvoir aller rechercher tous les produits qui vont avoir une certaine matière et qu'on va pouvoir remplacer. Et ensuite, on pourra, avec le PLM, justement, voir l'impact coût d'avoir remplacé cette matière. Donc, pour moi, la synergie que je vois entre les deux, c'est que les outils d'ACV vont nous aider à avoir effectivement une information et vont nous aider à prendre une décision. Et le PLM va nous aider à la mise en œuvre de cette décision de façon optimisée, parce qu'on va pouvoir aller beaucoup plus vite. Merci. Une question de Virginie. Il y a de plus en plus de labels. Pour commencer une démarche, quels sont ceux qui sont indispensables? Alors, effectivement, il y a énormément de labels aujourd'hui. Après, ça dépend le produit, évidemment, qu'on développe. Alors, on va avoir des labels, par exemple, si on veut garantir une bonne gestion sociale à l'intérieur des usines avec qui on travaille. Le label SA 8000, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on garantit les conditions sociales des travailleurs. Quand on va travailler sur, par exemple, des matières comme le coton, on va aller chercher
des certifications comme GOTS qui aujourd'hui sont vraiment intéressantes parce que c'est une certification qui vérifie la capacité des entreprises à bien gérer toute sa chaîne et notamment sur le coton bio. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Quand on est sur du cuir, on va aller chercher des labels comme du LWG, le Leather Working Group. Voilà, donc en fait, il y a beaucoup de labels. C'est un peu, c'est vrai quand on se lance dans une démarche RSE, c'est sans doute ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on a l'impression qu'il y en a partout et c'est un peu le cas. Et ça dépend un peu des produits qu'on développe. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu au mieux à la question. Après, je vous invite à prendre contact avec nous si vous avez voilà, une question plus précise sur le type de produit que vous travaillez sur les labels. Alors, Alice demande, peux-tu reciter le nom de l'outil qui vérifie la conformité des certificats? Ah, Vigie, V-I-J-I, Vigie. Jocelyn Vogel et Anne-Laurence Villemonteil. C'est une plateforme qui fait toute la gestion de la donnée RSE et qui va également la gérer en termes côté consommateur. Donc en amont, mais aussi en aval, elle va permettre de dire quand je suis une entreprise, je me lance dans une démarche RSE, donc j'ai une certaine donnée RSE que je vais gérer. Quelle est l'information Donc là, on parle de transparence. Là, pour le coup, on n'est plus dans la traçabilité, mais aussi dans la notion de transparence. Quelle est l'information que je veux mettre à disposition de mon consommateur sur le produit qu'il achète? Une autre question de Mélanie, pouvez-vous citer des outils de calcul d'impact? Alors, il y en a plusieurs. Nous, on a un client qui travaille avec l'Impact. Ouais. Oui, il y a évidemment la base impact de l'ADEME. Les noms m'échappent à cet instant présent, Mélanie, je suis désolée. Je pense que je vais revenir vers Mélanie. On doit avoir son mail? Oui, oui, sûrement, il n'y a pas de souci. Donc, Voilà. on renverra la réponse. Alors, il y a une question spécifique sur le calcul des coûts dans le PLM. Vous parlez d'une notion de calcul des coûts dans le PLM. Est-ce que ça signifie que le PLM comprend des modules de design to cost? Oui, liés au sourcing achat, évidemment. On n'a pas parlé du costing, mais le costing est un module hyper important dans le PLM qui permet en phase de développement de collection, de faire des simulations de prix, de voir si le prix est en phase avec le prix de vente, de resimuler les marges et de prendre des bonnes décisions. Ça veut dire que le costing dans le PLM, il aide aussi à décider, par exemple, d'arrêter le développement d'un produit si on s'aperçoit qu'on n'est pas dans la cible. Donc, le costing, c'est un des modules hyper importants. Alors, on n'en a pas parlé parce que dans le cadre de la RSE, ce n'était pas forcément un point qu'on voulait mettre en avant. Mais en tout cas, c'est bien sûr une fonctionnalité majeure du PLM, la partie costing. Alors, merci beaucoup pour cette question parce qu'effectivement, on n'en a pas suffisamment parlé. Pour autant, quand on est dans une démarche de RSE et dans une démarche d'éco-conception, la notion de costing, elle est fondamentale parce qu'on sait que quand on va passer, alors je reprends toujours l'histoire du coton bio parce que on en parle beaucoup en ce moment. Je pense que tout le monde est bien au courant de l'explosion des prix du coton et plus spécifiquement des cotons bio. Et effectivement, quand on va être dans une démarche d'éco-conception, l'impact prix, il est fondamental parce que évidemment, ça peut être tout à fait rédhibitoire. Donc, le PLM va justement être vraiment un bon outil pour nous aider à calculer l'impact coût d'une démarche d'éco-conception, qui est évidemment très importante. Parce qu'on ne sait pas forcément le coût des labels et des certifications dans une démarche RSE. À tort, on peut croire que c'est le coût des labels, mais non, en fait, c'est pas forcément ça. C'est vraiment le coût des changements qu'on va opérer sur le produit qui peuvent avoir un impact sur le prix, en effet. On a une question de Marie-Hélène. Est-ce que les PLM gèrent les différents documents à présenter pour justifier des normes? Oui, ça nous permet, enfin le PLM a une gestion documentaire associée aux fournisseurs notamment, mais pas que. De gérer, de stocker tous les documents liés à la norme, etc., qui permettront de justifier les normes. Oui, oui. Alors, pour rebondir sur cette question, Marie-Hélène, effectivement, si vous voulez avoir un outil qui vous gère l'authenticité du document, c'est là qu'un outil comme Vigie va intervenir.
Justement, parce que le PLM ne gère pas l'authenticité. Il ne va pas vérifier que le document est authentique. Aujourd'hui, quand on reçoit un document d'un fournisseur, on vérifie auprès de l'organisme, par exemple, je parlais d'LWG tout à l'heure, on va vérifier sur LWG que ce document est bien valide avec le numéro qui va bien. Il y a des outils qui existent et qui le font de façon automatique. Voilà. Alors, une autre question d'Alice, et je pense qu'on aura fait le tour des questions. Il y a Elliot qui se connecte. Je pense qu'Elliot arrive un peu tard. Mais il y aura un replay, Elliot. Il y aura un replay pour Elliot. Y aura-t-il la gestion des dates de validité des certificats, gestion au niveau compliance et transactions? Oui, je pense qu'on a répondu à cette question. Effectivement, il y a une gestion des validités, en effet. C'est là la force du PLM par rapport à Ouais. l'Excel, c'est qu'il va pouvoir gérer ses dates d'effectivité, ses dates de validité, et donc derrière de relancer et d'avoir des alertes par rapport à des audits à refaire ou des certificats à redemander aux fournisseurs. C'est là la force de la base de données du PLM et voilà, par rapport à une gestion dans du fichier Excel, par exemple. Oui, merci Alice. Je vois qu'Alice a répondu à la question sur les outils des ACV. Il y a le M et le IG, le IG Index, effectivement, et EIME, en effet. C'est bien, c'est que nos auditeurs se répondent entre eux. Alors, il y a des nouvelles questions. Alors, Sophie demande comment sont gérées les alertes sur les certificats. Bon, ça, c'est un paramétrage en PLM qui, par rapport aux dates d'effectivité, permet de gérer les alertes. Je l'ai vu sur les PLM. On a certains clients qui gèrent ça. Sophie, on pourra en reparler en détail si tu veux. Portail fournisseur avec module RSE, traçabilité et transparence jusqu'au client. Là, on a quelqu'un qui nous donne en fait des informations sur un portail fournisseur qui intègre un module RSE et une traçabilité. Donc, intéressant, donc à récupérer pour ceux qui sont intéressés. Alors, Elliot, en dehors des principaux PLM type Centric, Lectra, existe-t-il un PLM simplifié adapté aux petites entreprises? Alors là, oui, tout à fait, Elliot, il y a des solutions qui sont adaptées aux petites entreprises. Alors, chez Fit Retail, on a fait en fait un benchmark très, très ciblé sur les petites entreprises. Donc, en fait, il y a des solutions qui répondent aux petites entreprises, qui ne sont pas des solutions lourdes et compliquées à implémenter, mais qui vont déjà répondre à toutes les problématiques qu'on a vues ensemble ce matin. Donc, Elliot, je suis à votre disposition pour en discuter plus longuement, voir avec vous votre besoin, mais en tout cas, il y a plein de solutions, il y a d'autres solutions que Centric Electra, en tout cas par rapport aux petites sociétés. Donc, on en reparle quand vous voulez. Je vois un message d'Olivier Dolon, mais je ne suis pas sûre de bien comprendre. Vous avez mentionné la gestion des rangs supérieurs à 1 avec un PLM niveau 2, 3, etc. Quel recouvrement complément avec des outils de traçabilité positionnés sur l'amont? Peut-être que Olivier peut activer son micro. Ou prendre contact avec moi par mail, sinon, et on continue la conversation. Olivier, voilà. Oui, jamais, tout à fait. Parce que je ne suis pas sûre de bien comprendre. Bonjour, oui, Olivier. Question, en fait, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour. Le fait de pouvoir gérer des rangs, il y a le premier niveau qui sont en général les fabricants ou des fournisseurs tertiaires, et de pouvoir aussi gérer des rangs plus lointains. Plus lointains. Ce qui, dans ma tête, n'est pas forcément le positionnement d'un PLM. Et je voulais comprendre ce qu'un PLM peut apporter là-dessus versus des outils de traçabilité qui sont des fois plus appropriés pour aller récupérer de l'information type CSA en amont. Oui, alors effectivement, le PLM, tu veux peut-être répondre, Laure? Non. Alors, effectivement, les outils de traçabilité sont parfaitement adaptés pour aller, en effet, chercher la compliance des différents niveaux. Non, le PLM, ce que je trouvais intéressant, moi, c'était que ça permettait à un moment donné sur un produit de pouvoir consolider toute la partie fournisseur
sur ces différents niveaux. Et donc, comme vous avez une vue très produit avec le PLM, vous avez sur un produit donné l'intégralité de sa chaîne et de voir tous les fournisseurs qui sont concernés, voir leur label, etc. C'était dans cette vision produit. Oui, c'est dans cette vision de produit là, oui. Voilà. Ça répond à votre question? Oui, merci. Merci Olivier. Voilà, je crois qu'on a fait. On a fait le tour des questions. Voilà, je pense qu'on a. Marie-Hélène, vous parliez de PLM et de PIM. Y a-t-il des solutions qui couvrent les deux? C'est pour toi, ça, alors. Alors, on a certains éditeurs qui se positionnent à la fois sur le PLM et le PIM. Moi, je pense que, je pense qu'il y a vraiment des outils dédiés au PLM, des outils dédiés au PIM, et je ne vois pas trop bien comment un bon outil de PLM peut faire du PIM ou un bon outil de PIM peut faire du PLM. Mais ça, c'est un avis très personnel. Mais il y a certains éditeurs qui disent répondre aussi à la problématique de PIM en complément du PLM. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'ils doivent communiquer. Je pense d'avoir des outils dédiés sur le PLM, des outils dédiés sur le PIM. Mais ça, c'est un avis purement personnel. Mais ils doivent communiquer entre eux, on est d'accord. En tout cas, nécessairement, le PLM a toute sa force s'il est vraiment intégré dans l'écosystème de l'entreprise, donc intégré avec le RP, potentiellement avec un PIM. En tout cas, c'est une brique fondamentale du système d'information d'entreprise. Donc, un PLM non intégré n'a pas de sens. En fait, on n'envisage même pas de ressaisie. Enfin, le PLM, c'est un module fondamental de l'écosystème et il doit être intégré à l'ensemble des modules de l'entreprise, à l'ensemble des applications du système d'information, c'est clair. Voilà, je pense qu'il est 12h01, donc en tout cas, je vous remercie infiniment tous de vous être connectés ce matin. Merci mille fois pour toutes vos questions, pour votre intérêt et pour les questions que vous avez posées. Merci à Laetitia. Merci Laure de m'avoir invitée. Complètement oublié de vous dire que cette session avait été enregistrée et donc en fait vous pourrez avoir accès à un replay pour en tout cas ceux qui n'ont pas pu se connecter, on proposera l'accès au replay. Donc voilà. En tout cas, merci mille fois et je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci beaucoup, très bonne journée à tous. Et on est à votre disposition pour toute question, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Absolument. Merci beaucoup. À très bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.